Oui, bah, d'abord, merci à mon tour pour votre invitation. Je suis très heureux d'être là, un peu impressionné, mais c'est effectivement un honneur d'être contributeur de cette réflexion qui, de mon point de vue, est un peu compliquée dans la mesure où elle est composite. C'est-à-dire qu'on a à la fois la porte d'entrée qui est celle de la pluriprofessionnalité, qui a été développée, et en même temps une autre porte d'entrée qui me fait un petit peu sourire, qui est celle de l'universitarisation, et vous y avez insisté tout à l'heure. Je dis que ça me fait sourire parce que ces derniers temps, c'est vrai que quand au ministère de la Santé on parle d'universitarisation, c'est beaucoup plus au travers de l'universitarisation de la formation des professions paramédicales que l'on le traite. Mais là, moi je vais me prêter à l'exercice, effectivement, et essayer de vous indiquer quelle est un petit peu la philosophie d'action qui est la nôtre aujourd'hui pour faire face au niveau de la DGOS, donc une des directions centrales du ministère de la Santé, et en particulier, plus particulièrement dans la sous-direction qui est celle que j'ai l'honneur de diriger, qui s'occupe des ressources humaines du système de santé, donc notamment au travers de la formation et de l'exercice. Donc par ces deux portes d'entrée, comment est-ce qu'on essaye de venir en soutien aux évolutions du système de santé, de son organisation, de son fonctionnement et de ses professionnels, et évidemment en particulier de la médecine générale qui doit trouver et qui de plus en plus trouve toute sa place dans le dispositif à la fois de l'offre de soins, mais également dans le dispositif et l'armature, l'architecture universitaire dont on a parlé. Ce que je vais m'efforcer de faire, c'est effectivement de témoigner d'une mobilisation, ça j'en ai à peu près la certitude, mais aussi d'une forme de cohérence d'action que vous reconnaîtrez, je l'espère. L'objectif étant de montrer comment, par l'adjonction d'un certain nombre d'initiatives, de politiques, le développement de nouveaux outils, on participe effectivement de la mise en place, de la réunion des prérequis et des conditions qui vont faire que vont pouvoir émerger, vont pouvoir se mettre en place de la manière la plus fluide et de plus en plus fluide, on l'espère, ces maisons et ces centres de santé pluriprofessionnels, et comment le processus d'universitarisation va, par ces différentes actions, se renforcer. Donc, je commencerai par effectivement la mise en évidence, et je suis assez intéressé de voir que les deux intervenants précédents l'ont relevé, le fait qu'on est plutôt dans un contexte qui est à la fois porteur et dynamique. Je le relève parce que c'est pas toujours le cas. Je veux dire, l'évolution du système de santé, les évolutions du système de santé suscitent parfois des craintes. Les contraintes budgétaires sont réelles et c'est parfois ça qu'on met en évidence. Or là, on a le sentiment qu'effectivement, il y a une forme, je ne sais pas si on peut parler d'alignement, mais enfin d'adjonction de phénomènes qui créent plutôt, j'allais dire, des conditions d'opportunité. Il y a d'abord des tendances lourdes et anciennes qui ont été relevées, qui sont à la fois la reconnaissance de la place des soins primaires dans le parcours du patient. Il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui peuvent apparaître comme des évidences, qui il y a encore quelques années n'avaient clairement pas la même résonance. Le renforcement, la volonté de renforcer les synergies entre la ville et l'hôpital, et de sortir, notamment au travers de la formation de l'hospitalo-centrisme qui a quand même pendant très longtemps caractérisé notre système et qui laissait finalement assez peu de place à des initiatives en ambulatoire. L'aspiration d'une partie des professionnels au travail en équipe, qui est déjà une première étape, et le travail en équipe qui, par ailleurs, peut se décliner au travail sous la forme du travail en équipe pluriprofessionnel, qui est une autre tendance importante et que l'on remarque. Et puis, dans ce cadre-là, la reconnaissance progressive et régulière de la médecine générale. Donc, tout ça donne le sentiment de venir en résonance et de créer les conditions, effectivement, de réalisation de dynamiques porteuses de réforme. Deuxièmement, la loi de modernisation elle-même a été porteuse de mesures symboliques. Ça a été signalé tout à l'heure, l'article par Jean-Luc Dubois-Randé, l'article qui crée les conditions de reconnaissance des maisons et des centres de santé
pluriprofessionnelle universitaire. C'est un élément, j'allais dire, symbolique, législatif et symbolique extrêmement fort, mais aussi, j'en dirai quelques mots à la fin de mon intervention, un article qui pose, au-delà des protocoles de coopération, des objectifs sur le développement de la pratique avancée pour les professionnels paramédicaux, qui peut tout à fait s'intégrer dans de l'exercice pluriprofessionnel. C'est en tout cas comme ça que ça a été pensé. Troisième levier, j'y reviendrai tout à l'heure et Jean-Luc l'a évoqué, la réforme du troisième cycle, qui est une réforme moderne et qui embarque tout un tas des mouvements et des aspirations qu'on a évoqué. Et puis, parmi les éléments de contexte un peu porteurs, il y a eu plusieurs plans d'action en faveur de l'accès en soins. Ça a été le pacte territoire santé, c'est plus récemment les annonces faites par le Premier ministre du plan d'accès aux soins. Donc on voit qu'on est face à une dynamique qui est assez forte de sens, qui appelle à la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives qui participent d'objectifs communs, en tout cas convergents, et dans le cadre desquels la médecine générale et les soins primaires s'inscrivent pleinement. Ce qui me paraît important à ce stade, c'est effectivement, en tout cas dans l'approche que nous avons, d'essayer de mettre en évidence ce qui fait cohésion, cohérence et partage d'objectifs, plutôt que d'avoir une forme d'approche, à la découpe. À un moment donné, la formation, l'exercice, l'attractivité, la recherche, le développement de la recherche, la qualité des soins, ce ne doit pas être, j'allais dire, des tiroirs qu'on ouvre successivement et qu'on traite de manière totalement déconnectée les uns des autres. Au contraire, l'intérêt, c'est justement de faire en sorte que le renforcement de la formation, l'évolution de l'exercice, le développement de programmes et l'implication dans des projets de formation, tout ça, ça contribue à la fois à l'attractivité de l'exercice, à la qualité des soins et à l'accessibilité aux soins, donc dans une approche plutôt synergique et de renfort mutuel que dans une approche prise bout par bout. Et dans ce cadre-là, effectivement, ce qu'il me paraît important d'essayer de rechercher aussi concernant spécifiquement la médecine générale, c'est de voir comment on peut être capable de travailler sur les convergences de cette spécialité avec l'ensemble des autres spécialités, parce que c'est un débat qu'on a un petit peu en permanence. À un moment donné, qu'est-ce qui doit faire reconnaissance de force centrifuge ou centripète? C'est vrai qu'on a plutôt tendance à essayer, y compris comme un signe de reconnaissance de la spécialité, enfin non, d'abord comme un signe de reconnaissance de la spécialité, à essayer de travailler sur ce que sont les forces de convergence et centripète, tout en reconnaissant parfois, parce qu'il y a des spécificités, je vais en évoquer certaines d'entre elles, qu'il y a des spécificités qu'il faut savoir reconnaître, au moins dans l'accompagnement dont on fait preuve, au moins transitoirement. Donc, les trois grandes réformes structurelles qui sont actuellement en cours et qui vont nous aider à participer, là particulièrement, je pense, à l'universitarisation de la spécialité, et en particulier à renforcer, donc à aider à l'émergence des centres et des maisons pluridisciplinaires pluriprofessionnels universitaires. D'abord, il y a la réforme du troisième cycle. Dans ce cadre-là, la médecine générale a été, j'allais dire, pleinement et totalement reconnue. Elle a pu réformer, on en parlait tout à l'heure avec Vincent Renard, sa maquette de formation dans une durée de formation qui est aujourd'hui de 3 ans, mais dont il a été clairement affirmé qu'il avait vocation à aboutir à 4 années, c'est-à-dire à rentrer dans le droit commun, des autres spécialités, dès lors que les conditions seront réunies en termes de disponibilité des maîtrises de stage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous savez que cette réforme a procédé à une filiarisation complète des spécialités. C'est la fin des desks. Et c'est très important, en particulier, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, pour la médecine générale, parce que ça signifie qu'aujourd'hui, les futurs médecins qui s'engagent à l'issue des ECN dans cette spécialité s'y engagent pour l'exercer et ne s'y engagent pas avec éventuellement l'idée
par le biais des desks, d'un parcours de contournement pour aller exercer dans une autre spécialité. Et cet élément, il est extrêmement fort parce que ça va, je pense, ça va participer de la consolidation de la spécialité. Et à cet égard, je voudrais juste insister sur le fait que dans le cadre des postes qui ont été ouverts à l'issue des ECN 2017, il y a un effort tout à fait significatif qui a été fait pour non seulement préserver la médecine générale, mais même la renforcer, puisque on a comment dire, le nombre de postes qui ont été proposés n'a pas été diminué du nombre comment dire, d'internes qui, au cours des années précédentes, s'affectaient en médecine générale pour en fait bifurquer dans d'autres spécialités, puisqu'on estime, ce qui est un nombre relativement important, hein, qu'entre 7 et 800 internes de médecine générale prenaient cette spécialité au niveau du desk et en fait exerçaient dans une autre spécialité jusqu'à présent, que ce soit à titre principal la médecine d'urgence ou la gériatrie. Et entre 2016 et 2017, le nombre de postes ouverts aux ECN n'est passé en nombre de postes ouverts que de 3500 à 3100. Donc il n'a diminué que de 400. Et j'allais dire de manière un peu provocatrice, on pourrait dire qu'en l'espèce, moins 400 égale plus 300. Parce que finalement, moins 400 postes ouverts aux ECN nous donne, en termes de nombre de postes choisis, plus 300 postes d'internes en médecine générale qui auront vocation, à l'issue de leur parcours de formation, à exercer la médecine générale. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister en termes de consolidation de la spécialité, c'est qu'il y avait un indicateur qu'on voulait suivre avec attention, c'est le taux de ce qu'on appelle le taux d'inadéquation, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de postes qu'on a proposés et le nombre de postes qui ont effectivement été pris. Et on pouvait imaginer qu'à partir du moment où les internes savaient qu'il n'y aurait plus de possibilité de faire des desks, qu'à un moment donné, ce nouveau contexte soit susceptible de réduire l'attractivité de la spécialité, ce qui n'a absolument pas été le cas, puisque le taux de prise de poste est exactement le même en 2017 qu'en 2016. Il a été de 93,5%. Ce qui veut dire que là, on n'a pas non plus eu de contre-coup au moment de la procédure de choix. Cette réforme, donc, elle va, je pense, fortement participer à consolider la spécialité dans sa dimension universitaire. Il faudra évidemment que nous l'évaluions dans les années qui viennent, y compris au travers de la maquette, avec l'idée de savoir si, à la fois sur la question de la formation, mais aussi sur la question de l'exercice, le fait d'avoir procédé à cette filiarisation intégrale ne crée pas, donc avec une formation en silo, des rigidités et un manque de transversalité un peu excessif qu'il faudrait éventuellement réinterroger pour remettre un petit peu peut-être de fluidité et de transversalité entre les spécialités. Et à ce titre-là, j'allais dire, on se posera les questions qu'il faut se poser, y compris avec la médecine générale. Le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est revenir sur le doublement du nombre de postes de CCUMG qui ont été ouverts en médecine générale. Vous connaissez, c'est un élément important parce qu'à un moment donné, on connaît le contexte particulier d'une armature qui n'est pas très développée en termes de postes hospitalo-universitaires de la spécialité. Or, tous les processus dont on parle, la structuration universitaire de la spécialité, l'accompagnement des maisons universitaires, le développement de la recherche, ça a besoin. Il y a besoin, à un moment donné, de pouvoir reposer sur des gens qui vont faire la promotion, qui vont structurer les travaux, qui vont susciter des vocations. Et à un moment donné, on a donc besoin d'avoir des leaders. Et constatant effectivement la difficulté à faire procédure de révision des effectifs hospitalo-universitaires après procédure de révision des effectifs hospitalo-universitaires, à faire ouvrir des postes en médecine générale versus d'autres spécialités, les pouvoirs publics ont fait le choix. Mais c'est un choix qui n'est pas totalement anodin, de doubler le nombre de postes de CCUMG, puisque 80 postes ont été ouverts, 40 en 2016 et 40 en 2017. Donc on vient d'achever l'affectation de la deuxième tranche. Je dis que ce n'est pas totalement anodin parce que par les temps qui courent,
on est quand même beaucoup à travailler sur du redéploiement de moyens, voire sur des rédactions, et là, sur de la réduction, alors que là, on a été dans de la création pure de postes pour aider à l'armature, à renforcer l'armature hospitalo-universitaire de la spécialité via ces postes-là. Et puis, le troisième élément qui est extrêmement important, c'est l'appui à la recherche. Alors, attendez, du coup, c'est pas ma bonne présentation, donc je passe. C'est la reconnaissance des centres et des maisons pluriprofessionnelles universitaires. L'étape essentielle, l'étape importante est sur la voie de l'universitarisation de la spécialité. Je sais que vous étiez nombreux à attendre depuis des semaines, à attendre depuis des mois même la publication de cet arrêté. Et le parcours a été un peu long, a été notamment lié au changement d'exécutif. Et il nous a fallu, pour ce texte-là, comme pour tous les autres textes, prendre les réassurances auprès de notre exécutif que le texte était bien porté, était bien soutenu par le gouvernement, et ce qui nous a permis de le publier, ce qui aujourd'hui nous donne un vrai point d'appui, puisque maintenant, j'allais dire, le socle réglementaire, il était nécessaire, il est présent, et maintenant, ça nous donne un point d'appui pour assurer la promotion et l'accompagnement avec une implication forte du côté du ministère de la Santé, évidemment des ARS, pour qu'à un moment donné, lorsqu'on a les outils réglementaires, c'est bien, mais enfin, ce ne sont que des moyens. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être capable de développer les politiques d'accompagnement et de promotion qui vont susciter, qui vont faire sens et qui vont susciter l'intérêt des professionnels. Ce n'est pas forcément toujours ce qu'on sait faire le mieux. C'est vrai qu'on sait produire des textes, en tout cas on le fait, c'est une de nos missions au ministère, mais là il y a un enjeu fort de mobilisation des partenaires et donc de diffusion d'aide à la négociation des conventions et d'accompagnement des équipes pluriprofessionnelles. Pour ce qui concerne ensuite les chantiers qui sont devant nous, parce qu'en gros on a des initiatives structurantes et complémentaires, ces trois grands chantiers qui sont sur la table, mais on a aussi encore un certain nombre de perspectives qui sont à la fois, j'allais dire, mobilisantes et motivantes. D'abord, j'insiste en deux mots, mais les trois chantiers dont je viens de parler, réforme du troisième cycle, montée en puissance des CCUMG et évidemment, créant portant convention pour la création des maisons et des centres de santé pluriprofessionnels universitaires. La qualité, j'allais dire, le résultat qu'on doit atteindre, c'est pas seulement d'avoir publié les textes, c'est de faire de ces belles idées des beaux projets. Et donc là, premièrement, devant nous, on a évidemment le chantier de mettre en œuvre et de bien mettre en œuvre collectivement ces projets-là. Deuxièmement, on a un gros chantier sur lequel on va vouloir travailler avec vous et aussi, je pense qu'on pourra s'appuyer sur les maisons et les centres de santé, sur le développement de la maîtrise de stage. Le développement de la maîtrise de stage en ambulatoire, parce qu'à un moment donné, un des objectifs de la réforme du troisième cycle, entre autres, c'est de mieux préparer les futurs médecins à leur futur exercice professionnel. Et leur futur exercice professionnel, il n'est évidemment pas qu'à l'hôpital et il n'est évidemment pas que dans les spécialités que l'on retrouve à l'hôpital. Donc on sait qu'on a un enjeu important pour développer la médecine de stage ambulatoire. En médecine générale, c'est une chose, mais pas que, aussi dans d'autres spécialités que la médecine générale, même si c'est moins votre sujet de préoccupation, mais il faut savoir que la préoccupation des pouvoirs publics, c'est aussi celle-ci, et nous allons chercher à le faire, à la fois en zone sous-dense, il y a des dispositifs particuliers qui ont été annoncés dans le cadre du plan d'accès aux soins, mais pas que en zone sous-dense, aussi dans l'ensemble des territoires. Donc ça va être un enjeu majeur pour la formation et en termes d'attractivité et de préparation à l'exercice pour les futurs collègues. Troisième enjeu et troisième dossier sur la table, et Jean-Luc Dubois-Randey y a fait référence, c'est comment est-on capable de résoudre la problématique des années recherche. C'est vrai que jusqu'à présent, je reviens sur la dialectique de tout à l'heure, quand est-ce qu'on reste dans le droit commun ou quand est-ce qu'on imagine des dispositions un peu ad hoc, au moins transitoirement, pour soutenir certains projets.
Jusqu'à présent, on est dans le droit commun des années recherche. Le constat qu'on fait, comme on était dans le droit commun des révisions hospitalo-universitaires, le constat qu'on fait, c'est qu'on a peut-être un peu de mal à initier, à insuffler des dynamiques un peu vertueuses, à faire comprendre à des internes de médecine générale que s'ils déposent des projets qui portent sur la recherche en soins primaires, ils ont une chance d'être retenus. Et donc, si aujourd'hui ils sont dans la conviction qu'ils ont très peu de chances d'être retenus, inévitablement, ça ne suscite pas forcément l'implication. Et donc, comment est-ce qu'on est capable d'accompagner et de montrer que de manière progressive, effectivement, on peut faire émerger des dynamiques, comment dire, vertueuses et qui vont susciter intérêt et implication de la part des professionnels. Voilà quelques-uns des chantiers sur lesquels on va avoir à travailler. Donc il y en a 4-5 qui vont tous, me semble-t-il, contribuer à compléter le paysage qui est en train de se mettre en place autour de la médecine générale et de son universitarisation, sachant que pour terminer, effectivement, pour ce qui porte plus spécifiquement sur l'exercice et le développement des coopérations, parce que derrière, l'intérêt aussi, c'est de susciter pas seulement de la réunion de professionnels dans un même lieu, mais aussi de faciliter le développement des coopérations pluriprofessionnelles. Je voudrais simplement, pour terminer, insister sur deux choses. On sait que les protocoles de coopération sont à la fois extrêmement appréciés des professionnels qui s'y sont investis, mais que le retour qui nous est fait, c'est que leur lourdeur et leur difficulté, j'allais dire, de diffusion sont telles que ça constitue aujourd'hui une forme de plafond de verre. Et donc, vous devez savoir qu'il y a un article qui a été introduit dans le cadre du PLFSS 2018, qui est en cours de négociation, de discussion, de débat au Parlement pour essayer de simplifier et de rendre, notamment via la création de protocoles un peu nationaux, de faciliter la diffusion et l'adhésion à des protocoles de coopération. Et puis par ailleurs, en application de la loi de modernisation de notre système de santé, on travaille aussi sur le développement de la pratique avancée. L'axe prioritaire qui a été retenu, c'est la pratique avancée infirmière, avec en particulier, pour ce qui concerne l'exercice ambulatoire, l'identification de deux catégories de patientèle cible. D'un côté, les patients atteints de pathologies chroniques, ce qui est clairement dans l'esprit de l'article de la loi tel qu'il a été discuté, et de l'autre côté, l'accompagnement de la personne âgée, toujours naturellement sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur, mais avec des possibilités de délégation de tâches avancées. Voilà, tout n'est pas en place. Il me semble simplement qu'à un moment donné, nous avons cherché à essayer de définir des politiques, des structures, de développer des outils, de mobiliser des partenariats. Et l'objectif aujourd'hui, pour nous comme pour vous, c'est que dans le cadre de ce chemin qui est tracé, nous nous approprions l'ensemble de ces politiques, de ces structures, de ces outils, pour faire, à un moment donné, émerger, au bout de chemin, des solutions qui seront à la fois bénéfiques pour le patient et pour sa prise en charge, mais également pour les professionnels et pour l'intérêt et l'attractivité de leur exercice futur.